l'Union européenne, la Commission européenne, le Parlement européen, les Nations Unies, la Banque mondiale, l'OCDE, et en France, les ministres, leurs administrations, le Parlement, bien sûr, on travaille beaucoup avec l'Assemblée nationale, le Sénat, et les collectivités locales. Donc, le plaidoyer, nous recommandons des modifications de la loi ou des codes déontologiques à tous les acteurs, qu'ils soient acteurs politiques, administratifs, responsables d'entreprise ou les acteurs du monde associatif, syndical et autres. Donc, le plaidoyer. Deuxièmement, on a une fonction, une mission éducative. On met à la disposition des citoyens, de l'opinion publique, des médias, des enquêtes d'opinion, des rapports qui tournent autour de la lutte contre la corruption, mesurer le phénomène de la corruption, quelle forme prend-elle selon les pays où sont les zones de risque les plus graves et comment y répondre. Donc on a une action éducative, en particulier à destination des universités, grandes écoles, des étudiants, mais aussi on intervient dans les lycées, collèges, secondaires, et puis en relation avec les médias, on diffuse en permanence une information destinée à nos concitoyens. Je prends un exemple. En ce moment, nous travaillons beaucoup sur le projet de loi sur la transparence de la vie économique, le projet de loi dit Sapin du nom du ministre des Finances, et les différents volets du projet de loi. Il y a un volet qui porte sur le lobbying, les relations entre les décideurs publics et les groupes d'intérêt. Il y a un autre volet du projet qui porte sur l'alerte éthique, comment encourager les citoyens, les salariés en particulier, qui signalent des manquements à la loi ou à l'éthique dans la vie économique, dans la vie publique. Ce sont des citoyens, de notre point de vue, qui jouent un rôle très important, très utile, mais encore faut-il évidemment les protéger, parce qu'ils sont souvent menacés, là où ils sont, dans l'entreprise, dans l'administration. Voilà, donc le projet Sapin prévoit un cadre pour accompagner, protéger les lanceurs d'alerte, dès lors évidemment que ces lanceurs d'alerte agissent au service de l'intérêt général. Il ne s'agit pas d'encourager la délation, la dénonciation, c'est pas du tout ça. Ce sont des citoyens éclairés, des salariés souvent, qui ont des informations qui impliquent des manquements à la loi, des dérives graves, et qui peuvent les signaler aux autorités ou à l'opinion publique. Pensez à le dossier récent sur les Panama Papers, où c'est un lanceur d'alerte, on ne sait pas qui d'ailleurs, qui a mis à la disposition de journalistes du monde entier des informations très nombreuses, très précises sur
des personnes, des sociétés du monde entier, des hommes politiques aussi du monde entier, qui dissimulaient à Panama des avoirs financiers pour soit échapper à l'impôt, ou même qui dissimulaient des avoirs issus de trafic et de crime. L'argent, la drogue, le grand banditisme, la corruption. Donc, c'est notre deuxième levier d'action, une action, on va dire, éducative, tournée vers les citoyens et en particulier vers les jeunes, adolescents et enfants dans le système scolaire. Oui, c'est le gouvernement lui-même qui vous saisit pour vous demander votre aide, pour avoir votre point de vue. C'est lui qui vient vers vous. Alors, nous sommes une ONG, ça veut dire une organisation non gouvernementale. On est indépendant, on agit de manière indépendante. Très souvent, on pointe du doigt des choses qui ne vont pas. Tel ministre, on a appris que le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, était à l'étranger en 2013 et qu'il avait juré les yeux dans les yeux. Bon. Évidemment, on a tout de suite dit c'est inadmissible. Il faut le poursuivre d'une part, mais non seulement le poursuivre, il faut complètement refaire la loi en France pour éviter à toute mesure possible ce type de dérapage. Donc c'est vous qui vous saisissez de ces sujets de façon univoque, de dire on a envie de travailler sur le volet alerte éthique, et donc vous le faites, et après vous proposez au gouvernement. Alors j'ajoute qu'une ONG, on a une approche non partisane, c'est-à-dire les analyses, les recommandations qu'on présente ne sont pas au service de tel parti politique, d'une famille politique, contre une autre. Les propositions qu'on met sur la table s'adressent à tous, la gauche comme la droite, dirais-je. Et ensuite, on évalue de manière aussi objective que possible l'action des uns et des autres. Par exemple, il y a des maires de villes, de grandes villes, qui font des choses très très bien en matière de transparence, marché public, déontologie. On travaille avec eux et on les cite, on montre les bonnes pratiques qui sont les leurs. Aujourd'hui, pour citer quelques noms, la ville de Paris, Strasbourg, Toulouse, Grenoble, voilà des villes que nous considérons comme exemplaires, peut-être un mot un peu fort, mais des villes qui vraiment sont innovantes pour associer leurs citoyens à une bonne pratique politique. Et à l'inverse, on l'a fait encore la semaine dernière, il nous arrive de montrer du doigt. En anglais, on dit name and shame, nommer condamné, moralement en tout cas. Nous ne sommes ni des juges ni des policiers. Tel ou tel élu qui a des tendances à manquer à ses devoirs. Monsieur Balkany, depuis des années, ça donne des pratiques d'évasion fiscale, de fraude fiscale. Guérini à Marseille, même chose. On a aussi intenté une action en justice à l'encontre de chefs d'État africains qui dissimulent en France des patrimoines privés qui sont issus du détournement d'argent public. Je peux les nommer puisque c'est public. Les présidents du Congo, Brazzaville, Guinée équatoriale,